rajouter. Non, non, au contraire. Mesdames, Messieurs, je me réjouis énormément de vous voir ici ce soir au nom de Jean-Charles Froment, le directeur de Sciences Po Grenoble, et moi-même, et de vous accueillir pour la conférence Les enjeux. Ce titre est très long. Les enjeux du traitement des faits religieux, de la laïcité au regard des phénomènes de radicalisation et de leur prévention, qui vous amène tout d'abord à discuter de ce sujet et de revoir le projet qui a été mené entre la CAF et le CD 38, la métro et Sciences Po Grenoble, et ensuite de voir et d'entendre Joël Roman sur exactement ce sujet. Pour Sciences Po Grenoble, ce projet fait énormément sens, tout simplement parce que Sciences Po Grenoble est, comme vous savez, une grande école des sciences sociales dans laquelle on enseigne, mais aussi on fait la recherche sur des disciplines aussi différentes que le droit, la science politique, la sociologie, la gestion, l'économie et l'histoire. Et j'espère, ensemble avec Jean-Charles Froment, que l'endroit qu'on vous offre et qu'on vous propose ici vous est utile pour trouver des solutions concrètes, pour moi des pistes de solutions concrètes à cet enjeu qui est absolument central. La radicalisation est un enjeu qui ne touche pas seulement la question locale ou des quartiers des villes, mais c'est une question qui intéresse l'ensemble des décideurs du monde entier. C'est devenu un sujet qui est qui est aussi en plus lié à la question de l'identité, qui pendant très longtemps, comme vous le savez, a été l'apanage de l'extrême droite et qui est devenue une question centrale dans n'importe quel débat en lien avec la structuration sociale ou la structuration économique, tout simplement. Certains, en particulier des politistes américains, et parmi ceux-là, Francis Fukuyama défend l'idée aujourd'hui d'une identité qui unit. Mais face à la radicalisation, la question de l'identité qui unit n'est pas tout à fait claire. Donc j'espère beaucoup que les débats que vous allez voir dans ce contexte-là vous permettront de répondre à la question de savoir de quelle identité parle-t-on. S'agit-il d'identités multiples qui peuvent s'unir, ou est-ce qu'il s'agit d'identités qui en fait ne cherchent que à avoir un cadre contraignant qui peut mener entre autres à des radicalisations. Donc ce sujet pour nous est vraiment très important, pour Sciences Po Grenoble est très important, et je suis ravie de vous accueillir ce soir pour débattre de ces questions, et je vous souhaite d'excellentes discussions. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis Sophie Bermeillard, chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations à la métropole de Grenoble. Je vais parler au nom de tous les partenaires du projet, donc le département, la CAF, la métropole et l'IEP. Déjà, je voudrais vous remercier, nous vous remercions de votre présence nombreuse. On se doute bien que cela tient beaucoup à la présence de Joël Roman, que je présenterai un peu plus tard. Nous remercions aussi l'IEP pour l'accueil dans ses locaux. Je voudrais également remercier la petite poussée qui filme ce temps ce soir et qui accompagne le plan de lutte contre les discriminations au niveau vidéo. Donc il y aura un montage de nos échanges de la conférence débat qui sera disponible sur la chaîne YouTube du réseau Partenaires Égalité. Voilà, une description du réseau Partenaires Égalité qu'anime la métro. J'ai amené quelques documents sur le côté là-bas si vous voulez en savoir plus. Alors, je vais tout d'abord présenter
le programme. Dans un premier temps, une demi-heure environ, on va vous raconter un petit peu le projet qui est donc conduit depuis 2016. Le résumer assez rapidement, mais pour en ressortir le fil conducteur, les apports, là où nous en sommes, nous avons avancé avec tout un groupe de professionnels. Ensuite, donc, il y aura des échanges avec la salle. Donc, je dis nous, c'est Fezag Elamine et moi pour vous apporter donc, ces éléments. Et puis ensuite, donc, on passera à l'intervention de Joël Roman pour environ 3/4 d'heure et puis à nouveau un temps d'échange assez important. Et enfin, pour terminer, nous vous invitons à un apéritif dînatoire qui se déroulera en salle du conseil de l'IEP, donc il faudra repasser par le couloir. Voilà. Alors, donc, je vais vous présenter donc rapidement le projet que nous avons conduit. Donc, c'est un projet qui est né dans un contexte post-attentat. Donc, les acteurs politiques de la vie, cohésion sociale, qui se croisent assez souvent, dans le cadre notamment du contrat de ville, se sont interrogés comment on est arrivé là, qu'avons-nous raté, avec une inquiétude, et on pressentait que c'était vraiment un contexte nouveau qui allait peser pour longtemps sur les politiques publiques et surtout sur les citoyens les plus concernés, pas forcément par les attentats, mais puisque ça c'est vraiment complètement aléatoire, mais par les conséquences quotidiennes de ce contexte. Alors le projet a été financé par la CAF, le Conseil départemental et la métro. Donc les objectifs que nous avons posés dès le départ, c'était d'élargir la réflexion sur les fractures sociales et politiques qui sont apparues à cette occasion, pour proposer des pistes d'action pour diverses politiques publiques, la politique de la vie, mais pas seulement, l'insertion, les politiques sociales en général, etc., afin de construire une culture commune qui soit favorable à l'inclusion. Donc ça, c'est ce que nous avions écrit dans la présentation du projet. On voulait nourrir la réflexion par des témoignages, des analyses qui interpellent les politiques publiques. La force du projet, c'était donc cette approche multiple par les divers partenaires. Et on observait déjà une tendance à traiter de ces questions sociales complexes sous un angle unique, souvent religieux, et sur une thématique donc largement traitée dans la presse, mais sous un angle que l'on trouvait assez simplificateur. Donc l'idée du projet, c'était de faire un pas de côté, voilà, élargir la réflexion, faire un pas de côté, on a souvent employé cette expression, pour mener un travail de fond qui vise à être porteur de sens, de compréhension de ce qui se passe, mais aussi en aboutissant à des actions concrètes. Alors chaque partenaire avait dit aussi, bien sûr, chacun a ses spécificités. Pour les départements, c'était bien entendu autour de l'action sociale que les enjeux étaient les plus forts. Pour la CAF, c'est autour de la question de la place des familles. Pour la métro, notre entrée a été celle de l'égalité. Comme l'avait dit au début du projet le directeur de la politique de la ville, on voit la radicalisation chez l'autre, mais on ne voit pas quand on est discriminant. Alors on voit ça un peu quand même, ce volet discrimination, qui peut avoir des liens, puisque donc dans le réseau Partenaires Égalité, on a monté une cellule de veille et d'action qui recense des cas de discrimination, qui les traite avec les professionnels, et on a une quarantaine de situations remontées depuis 1 an et demi, et beaucoup de ces situations ont trait aux questions d'origine, de religion, etc. Donc ça fait complètement écho au projet. Pour Sciences Po, c'était bien sûr l'enjeu de la formation des futurs professeurs, la citoyenneté, comme l'a rappelé madame, pardon, je n'ai pas son nom parce que ça devait être Jean-Jacques Roman, mais je m'excuse auprès d'elle. Mais donc l'action publique de demain, c'était aussi bien sûr ça qui intéressait particulièrement l'IEP. Ce partenariat d'ailleurs avec l'IEP va être amené à se renforcer puisqu'il y a des projets de recherche qui sont aussi conduits autour de ces questions. Les séminaires aussi, le prochain, pardon, en particulier, aura lieu à un moment où les étudiants seront
complètement rentrés. On espère qu'ils seront aussi bien présents. Voilà. Alors, concrètement, le projet consistait à organiser des séminaires de réflexion. Donc, il y en a eu dans un premier temps 3, autour de 50 professionnels qu'on était allés chercher. On avait choisi, on a essayé de varier les professions, les territoires, donc éducateurs, assistants sociaux, etc., animateurs jeunesse, etc. Et puis, donc, on a conduit 3 séminaires, à chaque fois avec une intervention, un témoignage ou bien une intervention de sociologue ou autre, et à chaque fois des ateliers de travail. On a toujours écrit des comptes rendus, on a accumulé pas mal de matière qu'on tâchera bien sûr de valoriser. Ensuite, il y a eu un petit temps d'arrêt du projet, puisqu'on est arrivé au bout d'un premier temps, on a réfléchi et on s'est dit qu'il fallait recommencer. Mais là, on a souhaité être accompagné par une spécialiste du travail social, et donc on a sollicité Faiza Guelamine, que je remercie aussi au nom des partenaires d'accompagner ce projet. Et donc, l'idée là, c'est de passer à une phase plus opérationnelle. Alors, vous me direz pourquoi beaucoup de conférences encore? Eh bien, parce qu'on a quand même encore des choses à partager au niveau de la compréhension des phénomènes qui se passent. Tout au long des séminaires, on a vu qu'il y avait des zones de conflit, mais c'est évidemment positif, parce que ça permet d'exprimer des choses. On n'était pas toujours d'accord, et du coup, on a encore besoin de s'alimenter aussi pour comprendre ce qui se passe. Et un des fils conducteurs, une question qui a été présente tout au long des séminaires, c'était la question des faits religieux, parce que maintenant on les a plus appelés comme ça. La question de la religion, de la laïcité, etc. a été en filigrane de tous les séminaires, de même que la question aussi du ressentiment, des discriminations, de l'exclusion, etc. Voilà, donc on a refait du coup donc, une série de 2 séminaires fin mai 2018 et en juin, à nouveau avec aussi des ateliers professionnels pour recueillir à nouveau leurs attentes. Et donc on arrive à un point aujourd'hui où il nous semble que les attentes sont relativement consensuelles, donc je les présenterai après l'intervention de Faiza Guelamine qui va parler de ces 2 derniers séminaires. On a des propositions à faire pour la suite, pour continuer à mobiliser des professionnels et continuer à réfléchir à ces questions. Voilà, alors je vais peut-être pas être plus longue parce que je voudrais pas prendre du temps sur la suite. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire sur les contenus, mais ça on va le valoriser dans les comptes rendus des séminaires, parce qu'on a eu, juste pour les citer, et parce qu'il y aura les conférences, les montages vidéo sur la chaîne YouTube des réseaux. On a eu donc le témoignage de Morad Benchelali qui a écrit Voyage en enfer. On avait eu aussi une intervention de Marwan Mohamed, sociologue, à partir de son travail auprès des jeunes. Une intervention de Louisa Kies, sociologue aussi, qui a travaillé auprès de personnes emprisonnées pour des faits de radicalisation. Et puis, donc dernièrement, Faiza Guelamine le 28 mai. Et le 22 juin, on a eu une intervention autour, on avait demandé à Nadia Amadash, qui est consultante, d'intervenir à partir du point de vue des libertés fondamentales et de tout ce que le défenseur des droits ou la Commission nationale consultative des droits de l'homme a écrit aussi sur ce sujet. Et donc, ça a suscité un petit peu de débat, pas forcément dans le séminaire, mais après aussi. Du coup, on valorisera aussi ce travail, mais en faisant peut-être aussi, parallèlement aux vidéos, une espèce de fiche-outil pour rappeler tout ce qui a été dit à ce moment-là, parce qu'il y a des choses assez précises sur les fichiers, l'usage des fichiers, etc. Et je pense qu'il y a des besoins là-dessus, notamment pour les élus. Et donc, on fera ce travail. Voilà, on avait eu aussi le 22 juin des interventions du CODAS, de la PJJ, de la Régie de quartier et du département.
Voilà, je ne serai pas plus longue et je passe donc la parole à Faiza Guelani qui va insister sur les 2 derniers séminaires et sur aussi son analyse de tout ce qui se passe ici. Alors, tout ce qui se passe ici, c'est très large, mais par contre, peut-être au terme, justement, là où on est aujourd'hui dans cette démarche, effectivement avec les matériaux recueillis à travers les expériences relatées, les témoignages, les points de vue qui se sont exprimés, aussi bien lors des ateliers eux-mêmes qu'à partir des échanges qui se sont tenus, suite aux interventions des uns et des autres. Ce que je vous propose de façon assez synthétique et rapide, c'est d'examiner 4 types j'ai appelé ça des questions-problèmes, qui effectivement peuvent être traduites en pistes de travail pour la suite. Hein, on est un peu dans un bilan d'étape, si vous voulez, par rapport à cette démarche de travail. Alors, la première de ces 4 types de questions-problèmes, avant de rendre compte de cette première piste, je voudrais quand même souligner qu'effectivement, même s'il y a eu des points de discussion, de débat, de désaccord, il y a au terme d'un recueil de données et de son analyse, possibilité de faire émerger des points de convergence. Et ces points de convergence, ils se nourrissent de la diversité des points de vue et de la diversité des expériences professionnelles et des représentations en termes d'institutions engagées dans la démarche de travail. Et ces points de convergence, ils aboutissent effectivement à la définition d'objectifs de travail partagés car malgré, vous l'avez rappelé les uns et les autres, l'hétérogénéité des professionnels et des institutions qui se sont impliquées dans ces démarches, eh bien, il y a un certain nombre de préoccupations qui réunissent, j'ai envie de dire, tout le monde. Alors, ces préoccupations quelles sont ces préoccupations? Alors, d'une part, la question de la prévention de la radicalisation et le travail de réflexion nécessaire à la mise en œuvre des actions qui s'en réclament. On ne va pas agir uniquement sous le coup d'émotions légitimes que ces situations provoquent, mais également se poser et réfléchir à, effectivement, comme tu l'as dit Sophie, qu'est-ce qu'on fait, et pour ça réfléchir à un certain nombre d'aspects liés à ces processus. Deuxième préoccupation, la manière dont ces questions s'articulent avec celle de la légalité et de la lutte contre les discriminations, tu l'as rappelé. Plus largement, des préoccupations liées effectivement à ce qu'on pourrait appeler la gestion des faits religieux dans l'espace public et singulièrement au sein des différents contextes représentés par les personnes impliquées dans cette démarche de travail. On a eu des exemples liés à ce qui se joue au sein de l'éducation nationale, et toutes ces questions, ce qui se joue au sein des collectivités territoriales. On a eu beaucoup de témoignages de cette nature. Et aussi, tu l'as rappelé aussi, la question de ce qu'on appelle le vivre ensemble, qui peut être traduite par le comment vivre ensemble dans une perspective qui vise à réduire la fragmentation des groupes, la non-communication, les questions autour de ce qu'on appelle l'inclusion et son versant négatif, si je puis dire, à l'exclusion. Alors, ces préoccupations, elles sont communes, mais elles sont larges aussi. Donc si on s'empare de la richesse des exposés présentés à travers les séminaires et les ateliers, moi j'ai dégagé effectivement 4 pistes de travail. La première peut nous amener à penser qu'il est sans doute urgent et nécessaire d'être attentif à la pluralité des situations, qui viennent dire à quel point l'expérience d'une religiosité, l'expression d'une religiosité, de référence culturelle, doit être mise en perspective au regard de trois axes. D'abord, au regard des personnes elles-mêmes, de leur parcours, de leur trajectoire. Je pense aux professionnels qui accompagnent les publics nous ont livré un certain nombre de témoignages dans ce sens-là. Le deuxième item, c'est qu'il est question aussi de prendre en compte les situations sociales dans leur globalité, à la fois d'un point de vue collectif ou individuel, dans lequel sont placés des jeunes, des moins jeunes, qui expriment quelque chose de l'ordre d'une référence culturelle, religieuse ou sociopolitique, parce qu'on peut débattre autour de ces situations-là aussi, de ces articulations-là. Et enfin, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est la question du sens. La question du sens de cette religiosité qui s'exprime dans ces contextes.
va prendre forcément, j'ai envie de dire, dans un premier temps, pour argent comptant, si je puis dire, ce qu'il en est d'une croyance et d'une pratique exprimée. Il faut aller au-delà. La deuxième piste de travail tend à faire apparaître la nécessité de traiter les problèmes qui se posent en s'appuyant sur des catégories d'intervention déjà éprouvées. Qu'il s'agisse de l'éducation nationale, qu'il s'agisse de ce qu'on fait dans le cadre de l'action sociale, dans le cadre de l'animation. Mais évidemment, ces interventions, elles sont peut-être à adapter, elles sont peut-être à renouveler, le cas échéant. Qu'il s'agisse, je le répète, des pratiques éducatives et d'animation, des modes d'action collective et participative. Il a été question d'exemples où les habitants étaient partie prenante des débats et des actions qui étaient proposées, d'actions préventives. Un de nos participants à ces séminaires a fait état de ce qu'il appelle la prévention primaire, bien en amont des processus qui pourraient être définis comme des processus de radicalisation, sur quoi on travaille quand on est sur ces questions-là. Les mises en réseau, les partenariats, et évidemment tout cela dans une inscription territoriale, puisque bien évidemment, avant que ces questions se posent, les partenariats et les actions concrètes mises en œuvre de façon collective existaient déjà. Donc toutes ces compétences collectives, partagées, éprouvées, rappelées les participants, ne doivent pas être abandonnées sous prétexte qu'une problématique nouvelle, difficile d'ailleurs à circonscrire, émerge. J'ai évoqué dans une de mes interventions, pour ceux qui connaissent, le concept de panique morale, comme si une sorte d'urgence sociale nous faisait oublier tout ce qu'on fait déjà, tout ce qu'on a déjà mis en œuvre, bien évidemment sans nier pour autant la singularité, la gravité que des processus particuliers peuvent engendrer, comme forme de comportement, notamment violent, et ou questionnant la cohésion sociale sur le territoire. Troisième piste de travail nous amène à postuler que la gestion des faits religieux nécessite de dépasser la seule religiosité affichée et ou supposée pour inscrire la compréhension de certaines conduites observées dans un champ de référence plus large. Alors, champ de référence qui permet de contextualiser ces pratiques pour leur donner un sens, mais un sens qui n'est pas simplement religieux, puisque le religieux peut s'appréhender comme une donnée anthropologique qui va être activée dans un registre où le politique, l'économique, le social, l'histoire, le culturel ont leur mot à dire. Ce que je veux dire par là, c'est que parmi les témoignages recueillis, je pense notamment à Baïja Ferhat qui nous disait que dans le cadre du travail et des rencontres qu'elle organise au sein d'un régime quartier de Villeneuve, village olympique, j'ai bien dit, voilà. Il était question par exemple de l'éthicisation des tâches dans le monde du travail. Finalement, la question du voile porté par une femme quand elle est femme de ménage, quand elle est éducatrice, ça ne pose pas les questions de la même manière. Je pense aussi, sur ce registre, à la question de la reconnaissance. Vous savez que c'est récurrent, ces questions de reconnaissance, que les personnes semblent éventuellement manifester à travers des formes de religiosité. Bien évidemment, le lien entre l'histoire coloniale et le traitement aujourd'hui de l'islam dans la société française, pour aller vite. Les questions aussi autour de la stratification sociale dans les quartiers, ces regroupements, ces craintes, ces questions autour de ce qui serait de l'ordre des communautés qui se regrouperaient et qui s'exclueraient les unes et les autres. Comme si finalement la religiosité des uns ou des autres, les formes dans lesquelles elle se donne à voir, viennent dire quelque chose de, pour reprendre un terme, et puis plus qu'un terme, pour reprendre une problématique énoncée par Robert Castel, viennent dire quelque chose de la question sociale contemporaine. Autre piste, je crois qu'il ne faut pas oublier, je vais en terminer, autre piste, eh bien la question de la prévention de la radicalisation, même si on s'attache à, on va dire, observer comment on est face à des questions complexes qui n'intéressent pas que l'expression religieuse pure et dure, ne doit pas être éludée. Et je pense par exemple au témoignage de Farid Saïdan du collectif Controverse qui rendait compte du travail qu'il faisait avec des personnes sur ces questions, en particulier des jeunes, et qui nous expliquait que finalement la question de la radicalisation ne l'abordait pas de façon frontale, pour justement éviter de cristalliser, de crisper, éventuellement d'amalgamer des personnes avec des croyances, de telle manière qu'on finisse par réduire les personnes de ces croyances au passage, mais plutôt en travaillant autour de problèmes périphériques
qui interpellent ces jeunes dans une visée préventive par rapport à des comportements qui, bien évidemment, peuvent inquiéter les uns et les autres à juste titre. Alors, bien sûr, ce travail en commun, souhaité par les uns et par les autres, ça a été souvent énoncé, dit, on est confronté à un certain nombre d'obstacles pour les mettre en œuvre. Les uns et les autres peuvent être pris dans les logiques institutionnelles qui s'opposent, voire qui se font concurrence, ou du moins qui ne se rencontrent pas suffisamment. Les uns et les autres ont aussi des priorités d'action différentes, et c'est bien légitime. On est face à des pratiques qui s'inscrivent dans des registres diversifiés. L'éducation nationale, l'éducation populaire, l'éducation de prévention, il ne s'agit pas tout à fait de la même chose, le secteur de l'animation, le rôle des élus ou d'autres acteurs, faire travailler ensemble toutes ces logiques et tous ces acteurs n'est pas forcément, évidemment, si simple à mettre en œuvre. Du coup, et j'en terminerai là, ce qui émerge visiblement au terme de nos échanges les uns et les autres de ce travail, c'est la nécessité de cadres communs. Sophie, tu l'as rappelé, c'est-à-dire finalement, pourquoi ne pas envisager quelque chose qui a été présenté comme des groupes d'appui, une sorte de groupe ressources pour construire une réflexion commune pour agir dans un processus, le mot est très à la mode, mais il dit quelque chose quand même de co-construction. C'est-à-dire dans un processus où la pluralité des points de vue est prise en compte, sans que pour autant l'un prenne le pas sur l'autre, ce qui n'est pas forcément évident. Pour que ce groupe ressources groupe d'appui puisse faire ancrage, également pour que chacun de sa place puisse mettre en œuvre des actions qui les concernent directement. On en était là dans la proposition, et en réfléchissant, finalement, quand on travaille sur ces questions, c'est un petit peu mon cas depuis un petit moment maintenant aussi, surplombant tout ça, il y a un cadre qui nous est commun, c'est le cadre de la laïcité. Et donc, vous voyez un petit peu la transition, il me semblait aussi important de faire un arrêt sur l'image, sur ce principe, et peut-être, à partir de là, de faire émerger des pistes de réflexion qui nous permettront de poursuivre la démarche engagée. Voilà, j'espère que j'ai été évidemment pas exhaustive et très réductrice pareil, parce qu'il y a une telle richesse qui s'est manifestée à travers cette démarche de travail, et j'espère que les uns et les autres s'y retrouvent quand même un petit peu. Merci. Merci Faiza. Alors je vais redire simplement la proposition du comité technique dont font partie Yves Berthuin, Marie-Françoise Gondol de la CAF, Yves Berthuin pour le conseil départemental, donc la métro, Émilie Paulusset aussi pour la métro, et donc Dominique Mansanti pour l'IEP. Donc suite aux deux derniers séminaires, sa réflexion. L'idée donc est de constituer une sorte on l'a appelé ça un groupe d'appui interdisciplinaire, interprofessionnel, dont l'objet ne serait pas de traiter de situations individuelles, puisque ça, il y a des choses qui se font sur le terrain, il y a des cellules de veille, mais par contre, de se mettre en lien avec ces acteurs de terrain, et d'offrir des moments de réflexion commune entre diverses professions pour essayer de faire vivre ce cadre commun qu'on a essayé de construire et qui reste encore, bien sûr, ça se construit en fait en continu. Mais voilà, c'est un peu sous cette forme-là qu'on voudrait le proposer. Après, le reste, l'idée est de réunir à nouveau les professionnels qui seraient intéressés et de voir comment évidemment ça peut se mettre en place concrètement. Mais voilà, je ne vais pas aller plus loin sur l'idée, si vous voulez rajouter. Non, ça va. Mais au niveau de thématique, bien vous l'avez compris, on sort de la seule question de la radicalisation, violente sous-entendue. On est beaucoup sur des questions de vivre ensemble, comment vivre ensemble et traiter des questions qui sont quotidiennes quand même, parce qu'on s'aperçoit que sur le terrain, il y a beaucoup de professionnels qui, ne sachant pas comment faire, évitent ces problèmes. Et du coup, c'est aussi c'est du lien social qui ne se construit pas, c'est une perte. Donc c'est important d'avoir un espace d'échange qui soit sur des types de situations, sur des types de problèmes et qui ne soit pas sur des situations individuelles. Voilà. Donc à ce stade, on vous soumet ces réflexions, on vous laisse réagir avant d'entendre Joël
parole est à la salle. On n'a pas de micro, donc il faudra parler assez fort. On essaiera nous de reformuler un peu aussi ce qui sera dit parce que pour la prise de son est de... Est-ce que les personnes qui ont participé à un moment ou à un autre à cette démarche souhaitent effectivement éventuellement compléter ce qui a été dit, se retrouvent dans la restitution qu'on a faite, des choses à rajouter ou je reconnais quelques visages, bien sûr, et non. Et pour ceux qui n'ont pas participé à cette démarche et qui sont présents aujourd'hui, est-ce que, dans la manière très rapide dont on l'a exposé, est-ce que ça suggère comme réflexion, comme voilà? Moi, je m'appelle Floriane Buisson, je suis en train de monter une association d'éducation à la laïcité et aux faits religieux. Je travaille avec l'association Enquête qui a fait des outils ludiques pour les 8-12 ans depuis 2010. Donc là, on intervient en périscolaire sur le secteur de Tesser, on est intervenu au collège Belfort et on travaille aussi avec des migrants sur la MDH de l'ABI. Et en fait, très vite, on a eu besoin des professionnels, je pense notamment aux animateurs périscolaires, parce qu'en fait, le cadre des lois sur la laïcité, personne ne connaît. Donc voilà, on vient apporter des notions de base sur les faits religieux, c'est quoi l'ABI, c'est quoi l'agnosticisme, c'est quoi les trois grands monistes, les autres. Les enfants, ça les intéresse beaucoup et les adultes aussi, finalement. Mais moi, ça me fait vraiment bizarre de me rendre compte à quel point un fonctionnaire de la mairie ne sait absolument pas ce que c'est la laïcité et comment il se positionne quand un enfant lui. Voilà, je pose des questions là-dessus. Ouais, c'est pas clair, il fait juste si je peux me permettre, c'est toujours intéressant, je suis Annick Bouzba, directrice de la MJC Robert Desnos, c'est toujours intéressant d'entendre qu'il y a des besoins, etc. Mais sur, par exemple, l'exemple concret que vous venez de donner, là-dessus, clairement, depuis 2015, il y a 3 ministères ensemble qui ont lancé des formations pour les animateurs professionnels, pour les cadres, pour les enseignants, qui sont gratuites, qui durent 12 heures ou voire 18 heures, sur lesquelles on nous apporte ministère de la cohésion sociale, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation nationale, qui apportent des contenus très précis sur ce que dit la loi et pas ce que pensent les philosophes, les essayistes, les politologues autour de la laïcité. Ce que dit la loi en termes de laïcité, il y a un moment aussi où on ne peut pas attendre que tout tombe du ciel, où il faut regarder où sont proposés les contenus, qui propose les formations, comment elles sont menées. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui existe. Il y a beaucoup de choses qui existent, et notamment pour les animateurs, il y a plein de formations qui existent. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans toutes les formations proposées par Jeunesse et Sport, il y a l'obligation d'inclure cette thématique dans les formations. Donc il faut entendre ça et pas penser que les gens sont lâchés sur des choses où ils n'ont pas de compétences. S'il n'y a pas de compétences, c'est qu'il y a un manque de formation, c'est pas qu'il y a un manque de moyens. Il y a tous les outils qui existent, peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser la question de la formation et de comment on laisse partir les gens en formation pour qu'ils aient les compétences. J'ajouterais que localement, le réseau Partenaires Égalité propose aussi des formations qui s'intitulent Égalité, Discrimination, Laïcité et qui ont formé à peu près 250 personnes depuis 2 ans. Vous avez parlé plusieurs fois des professionnels qui sont intervenus et qui ont travaillé avec vous. J'aimerais bien savoir qui sont ces professionnels. Ils existent. Qui sont-ils? Alors, je n'ai pas la liste là sous la main. Donc, dans les 3 premiers séminaires, il y avait des professionnels, je dirais, de au moins 8 ou 10 communes, sur des champs qui allaient de la prévention de la délinquance à la prévention spécialisée, l'éducation, des assistantes sociales, des agents de développement politique de la ville,
voilà, des responsables de structures aussi, socio-éducatives. Voilà. Après, on peut vous fournir la liste, hein, bien sûr, de ces. On pourra la mettre annexée au document qu'on valorisera effectivement. Donc ça, c'est le premier groupe qui a suivi 3 séminaires. Et puis, il y a, le groupe s'est un peu renouvelé sur les 2 derniers séminaires. Mais voilà, c'est à peu près, on a une diversité de professions, de territoires autant que possible, hein, mais on sait bien que pour des petites communes, c'est plus difficile de mobiliser aussi des professionnels. Mais voilà, on essaye d'ouvrir le plus largement possible. Hein. Moi j'ai une question, j'entends beaucoup parler de réseaux professionnels, je pense que c'est très important, mais je n'ai pas vraiment entendu parler du lien avec le public cible. Est-ce que vous travaillez aussi avec les gens qui ont été radicalisés? Il y en a qui se présentent comme mentis, alors je sais que ce terme est très débattu, mais c'est quand même des sources d'informations qui sont intéressantes. Il y a des familles qui se regroupent et qui essaient de faire porter leur voix. Est-ce que vous avez travaillé aussi avec ces gens-là? Et deuxième aspect de la question, c'est une problématique qui se développe, comme on le disait en introduction, partout en Europe, même probablement dans beaucoup d'autres pays. Et alors moi, je connais un peu plus l'angle européen, et il y a des projets qui sont développés à d'échelle, l'Union européenne a financé beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des possibilités d'échanger avec ces projets-là? Parce que c'est vrai que si chacun travaille dans son coin, c'est intéressant d'avoir un angle de vue local, puisqu'il y a des spécificités qui sont intéressantes, mais il y a sans doute des choses à apprendre voilà, d'autres pratiques. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire ça? Je vais répondre sur la question des familles, si on a intégré dans le réseau des familles. Je veux dire que ce n'était pas l'objectif du projet. Le projet conduit là, c'était plus de travailler avec des réseaux de professionnels. Après, il existe des choses en parallèle pour accompagner des familles ou des jeunes qui vivent des questions de radicalisation, qui sont dans un champ autre et qui est porté plus par les services de l'État et avec des conventions particulières sur des services qui accompagnent ces familles-là. Ça n'est pas l'objet du suivi et du travail qui se mène dans ce groupe. Par contre, l'hypothèse qui est faite dans ce travail de réseau, c'est qu'en travaillant avec des professionnels qui sont en contact direct des familles, des jeunes, des quartiers, et bien c'est aussi soutenir un accompagnement et une approche d'un travail collectif sur des quartiers. Donc on peut se dire qu'on vise à toucher les familles. Et il faut aussi situer ce projet dans le cadre de la prévention. Donc on n'est pas directement concerné, j'ai envie de dire, pour travailler sur les familles qui vivent la radicalisation. Le problème est un peu différent, la prise en charge est aussi différente et avec des spécialistes peut-être un peu autres aussi. Voilà ce que je veux dire. Après, sur le lien avec d'autres projets, je pense qu'on est tous attentifs à des projets qui peuvent se vivre ailleurs. Dire qu'on a été en réseau avec des projets existants au niveau européen, à ma connaissance, non. Mais peut-être que Sophie, toi, tu as pu le faire. Voilà, après, c'est pas fermé. Ça peut forcément être enrichissant. Disons que sur les projets européens, il y avait un acteur dans le groupe de travail qui était très en lien avec des projets européens. Donc on avait, grâce à lui, Farid Saïdan, des informations là-dessus. Puis aussi, au travers du CERDAP, au début, qui est un laboratoire attaché à l'IEP, avec qui on a travaillé au début, et qui était aussi sur un projet européen. Donc finalement, on n'a pas poursuivi parce que c'était pas tout à fait non plus le même objet, mais le fait d'être lié aussi, que l'IEP soit partenaire du projet, va nous permettre aussi de continuer à développer ce lien et vers le projet, quoi. Des gens sur la laïcité, je suis tout à fait d'accord avec elle, parce que je pense que si on en est aujourd'hui,
des gens sur les religions. Et donc je pense que aussi, il faut se poser la question aussi de l'enseignement des religions dans les écoles. Je ne parle pas de faire pratiquer aux autres les religions, mais qu'ils aient des connaissances sur les religions. Ça permettrait peut-être que les gens comprennent mieux les religions et qu'ils ne soient pas dans une situation de refus ou de peur vis-à-vis des différentes personnes. Je pense que sur la méconnaissance ou l'interprétation, les diverses interprétations de la laïcité, Joël Roman va nous apporter beaucoup de choses, donc on verra ça. La méconnaissance, elle peut être liée à plein de choses. Oui, juste sur cette question, moi je suis sur une position médiane. Je pense que la laïcité c'est un concept, c'est des notions, c'est des choses qui... voilà, tout le monde écrit, je sais pas, M. Roman nous racontera peut-être il y a combien de laïcité en débat actuellement, des qualificatifs. Mais je crois que la question qui se pose pour moi, c'est la question du vivre ensemble, que l'on soit, comment j'allais dire, toute part, un éducateur au sens d'éducation nationale, éducateur spécialisé, etc., etc. C'est la question de la relation à l'altérité, pour moi. Et est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est quoi incarner une posture professionnelle laïque? C'est l'incarnation, la traduction du concept de la notion de laïcité dans la relation professionnelle qui est intéressante. Et d'une certaine manière aussi, pour délirer un petit peu, est-ce que la relation éducative ou la relation d'aide ou la relation d'accompagnement est privée ou publique? C'est-à-dire, on est pris dans nos héritages sociaux, culturels, etc. Et puis, une petite boutade pour M. Roman. Je crois que l'enjeu aussi, peut-être au-delà de la recherche de symptômes, qui est la religiosité ou la radicalisation, eh bien, M. Roman, comment on réécrit son roman national dans un contexte mondial de mutation?